Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Des BRCC sont installés au territoire du Nord-Ouest. L'aéroport de Munich inaugure un stationnement avec 275 points de recharge. Victoriaville intègre un camion multifonctionnel électrique dans son parc de véhicules. Porsche présente une Cayenne qui inclut de la recharge par induction. Des nouvelles BRCC sont disponibles dans le Bas-Saint-Laurent. Et IKEA a fait plus de livraisons à domicile avec ses camions électriques qu'avec ses camions à essence dernièrement. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle avec notre collègue Cédric Ingrand qui nous parle de ce qui se passe en France. Stéphane Daou nous parle de l'enfer de vivre sans borne de recharge à domicile. Et en grande entrevue, nous écoutons l'épisode 3 de l'Electro Mobile Quiz. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également un fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Je vous avoue... Et puis, je pense que vous devez ressentir un peu la même chose. On est dans une vague, dans un creux de vague, où on vit beaucoup de soubresauts. On est victime de beaucoup d'attaques. Je pense que les anti-voitures électriques s'en donnent à cœur joie. Il y a un paquet d'éléments de conjoncture économique, d'éléments circonstanciels qui font en sorte que c'est pas les meilleurs moments. Et puis, en même temps, ceux qui s'opposent, souvent avec très peu ou pas du tout de raison, en profitent là, pour profiter de ce moment un peu plus morose pour attaquer de plein fouet le transport électrique. Je suis un peu, c'est un peu comme tout le monde, hein, on est un peu tanné là, de voir ça. Puis on est un peu aussi, j'ai l'impression, et dans mon cas, ça fait quoi, une quinzaine d'années là, je suis tout le temps là-dedans. Puis c'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. On est tout le temps dans le même style de désinformation, on utilise des faits anodins et on les présente comme étant la norme. Par exemple, l'autobus qui a brûlé, les autobus électriques sont dangereux quand pourtant, ça a été dit et redit, l'autobus en question, c'est même pas le système électrique qui était le problème, c'était lié au système de chauffage. Donc, voyez-vous, c'est très facile. Et puis là, c'était un véhicule électrique, donc on a attaqué les véhicules électriques sans raison. Le gouvernement profite aussi de la conjoncture pour se désengager un brin, ou en tout cas pas peser sur l'accélérateur avec la même vigueur qu'il avait l'intention de le faire. On essaie de ne pas se faire déprimer par tout ça. À Silence on roule, on est de nature positive, donc on va essayer de garder ce positivisme-là. D'autant plus qu'on a aujourd'hui une émission très intéressante à vous proposer. Non seulement on a des entrevues et des chroniques fort intéressantes, une chronique de Cédric Ingrand de l'autre côté de l'Atlantique qui va nous parler un peu de ce qui se passe en Europe, de son côté de l'Atlantique, justement. On a une chronique également avec Stéphane Daou, toujours très apprécié. Ces chroniques bien habillées de façon sonore avec du contenu qui est abordé d'un angle un peu différent de celui dont on est habitué de regarder tout le temps. Et puis, pour se divertir, pour prendre ça un peu plus léger compte tenu de la morosité du temps qui passe, on va essayer de focusser sur quelque chose d'un peu plus léger. Donc, l'Electro Mobile Quiz de 3e édition, on va apprendre des choses tout en se divertissant. On a 2 concurrents qui ont participé à un épisode du quiz et on va écouter ça là. C'est le sujet de la grande entrevue. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à Silence on roule et que vous nous écoutez soit sur les médias sociaux ou via notre site web, vous pouvez vous abonner avec votre lecteur de podcast préféré, que ce soit sur Apple avec l'application Apple Balado, sur Spotify, sur YouTube Music, sur Amazon, sur My God Audible. On est partout, en fait. Toutes les plateformes de podcast connues, on est là. Donc, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de rien manquer et surtout de recevoir certains contenus qu'on ne rend pas disponibles autrement. Donc, faites-le rapidement.
Et sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les territoires du Nord-Ouest franchissent une étape importante vers une mobilité plus verte avec l'installation de 6 nouvelles bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Le gouvernement du territoire du Nord-Ouest a annoncé dans un communiqué publié au début septembre que les conducteurs de véhicules électriques peuvent désormais circuler en toute confiance entre Yellowknife, Erie River, Fort Smith et l'Alberta. Ce nouveau corridor de recharge comprend 6 stations dotées de bornes rapides de niveau 3 stratégiquement installées à Buffalo Junction, Enterprise, Fort Presidents, Fort Smith et Erie River. La distance la plus longue entre deux bornes est d'environ 275 km entre Enterprise et High Level, Alberta, ce qui représente un défi pour certains conducteurs, notamment en hiver. Ce projet s'inscrit dans la stratégie énergétique 2030 du gouvernement territorial qui vise à réduire de 10 % par habitant les émissions de gaz à effet de serre. L'aéroport de Munich a franchi une étape majeure dans sa transition énergétique en inaugurant le plus grand parc de recharge pour véhicules électriques de Bavière. Situé dans le stationnement P44 en face du pôle d'innovation Lab Campus, ce nouveau parc comprend 275 points de recharge alimentés par de l'énergie solaire et de la production sur place. Ce projet d'un coût total de 5,2 millions d'euros s'inscrit dans la stratégie Net Zéro 2035 de l'aéroport qui vise à éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Il a été réalisé en collaboration avec plusieurs entreprises régionales illustrant l'engagement collectif. Les 138 bornes de recharge installées offrent une puissance nominale de 11 kW pouvant atteindre 22 kW de pointe. Ces bornes de type Wallbox EM4 sont conçues pour des environnements semi-publics et commerciaux tels que les aéroports, les dépôts de flotte de parking et les lieux de travail. L'électricité utilisée provient de 2 installations photovoltaïques situées sur le toit des parkings P44 et P43, totalisant 7216 modules solaires pour une puissance de crête de 3 MW. Victoriaville, reconnu depuis longtemps comme chef de file en développement durable, confirme une fois de plus son statut de ville innovante en devenant la première municipalité québécoise à intégrer le GamoFlex, un camion multifonctionnel entièrement électrique destiné aux travaux publics. Ce projet novateur est le fruit d'un partenariat entre Alliance Métal Québec et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et l'entreprise Gamotech qui a développé la technologie GAM EPTO au cœur d'un véhicule révolutionnaire. Grâce à cette technologie, un seul camion peut remplacer jusqu'à 5 véhicules polluants, réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre, le bruit, la vibration, tout en améliorant le confort des employés municipaux. C'est un camion modulaire, multiples fonctions. Un camion lourd, bien sûr, à 6 roues qui se distingue par sa conception modulaire lui permettant d'assumer 6 fonctions essentielles. Benne pour les matériaux en vrac, citerne pour l'arrosage, épandeur d'abrasifs, nacelle pour travaux en hauteur, plateforme de transport et treuil planteur électrique pour l'installation de balises à neige.
Porsche s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son virage électrique avec le lancement du Cayenne entièrement électrique. Et ce modèle sera le premier muni d'une technologie de recharge par induction à 11 kW, une innovation pour transformer l'expérience des propriétaires de véhicules électriques. La recharge par induction, c'est exactement le principe lorsque vous déposez votre cellulaire sur une plaque et que le cellulaire met à se charger automatiquement. Donc, la version présentée au salon IAA Mobility de Munich qui avait lieu du 9 au 14 septembre dernier représente cette technologie et l'expose avec un tapis de sol intelligent. Tous les composants nécessaires à la recharge sont intégrés dans ce panneau, à l'exception du câble d'alimentation, et plus besoin de borne murale. Il suffit de garer le véhicule au-dessus du dispositif pour lancer la recharge. Le transfert d'énergie s'effectuera sans contact sur quelques centimètres avec une efficacité de 90 %, équivalente à celle d'une borne de recharge traditionnelle. Des capteurs de mouvement et de détection de corps étrangers assurent la sécurité du système et interrompent automatiquement le processus en cas d'obstacle ou de la présence humaine sur le tapis d'alimentation. Les automobilistes de la région du Bas-Saint-Laurent disposent maintenant de nouvelles options pratiques pour recharger leur véhicule. 4 bornes de recharge rapide ont été installées dans les stationnements du IGA Extra de Rivière-du-Loup. Ces équipements intégrés au réseau Recharge Éco font partie d'un vaste déploiement qui compte plus de 70 sites IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les bornes qui se partagent une puissance totale de 200 kW permettent à 4 véhicules de se brancher simultanément. En moyenne, une recharge complète prendra environ une trentaine de minutes, le temps idéal pour faire son épicerie. Le projet est soutenu par les fonds Éco-IGA, administrés par Jour de la Terre Canada, en collaboration avec l'entreprise Papillon Infrastructure Nature. IKEA Canada est très fier d'avoir franchi une étape importante dans son parcours vers l'objectif de zéro émission. En août dernier, donc, à août 2025, 72 % de ces livraisons à domicile par des camions volumineux ont été effectuées au Canada à l'aide de véhicules électriques, surpassant pour la première fois le nombre de livraisons effectuées par véhicules à moteur à combustion interne. Cette réussite est un pas colossal pour soutenir l'ambition du groupe Inca à l'échelle mondiale, visant à réaliser plus de 90 % des livraisons à domicile avec des véhicules zéro émission d'ici 2028. Les progrès de IKEA Canada vers la livraison à domicile zéro émission sont possibles grâce à une collaboration fructueuse avec des services de livraison partenaires qui partagent la vision de l'entreprise et qui emploient des solutions novatrices pour soutenir la santé des villes et du climat. Des investissements envers les développements en infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ont également joué un rôle crucial dans le bon déroulement de cette transition, maintient le propriétaire de IKEA Canada. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Pour nous parler de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, notre collègue et ami Cédric Ingrand. Comment ça va dans les vieux pays, Cédric? Les vieux pays vont bien, camarades. Écoute, il faut bien rester dans les clichés, hein, pour une fois que c'est nous qui les faisons. Ils vont aussi bien que possible pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, oui, parce que les choses ne durent pas. Et à preuve de votre côté de l'Atlantique, comme du nôtre, la date de 2035 comme date butoir et la cible de toutes les attaques, c'est la même chose chez vous, semblerait. Ah, parce que c'est pareil chez toi, 2035 aussi? Ben oui, on a essentiellement les mêmes dates, oui, qui sont. Et on est en train de remettre en question ces dates-là, voilà. beaucoup poussées par l'industrie automobile qui clame haut et fort que ces objectifs sont inatteignables, inaccessibles et que rien n'est là pour permettre d'y arriver. Moi, j'aimerais bien que toi et moi restions alignés sur cette date-là. Donc, on va essayer d'envoyer de bonnes ondes à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne,
Et oui, de fait, en Europe aussi, enfin dans l'Union européenne, normalement, date butoir pour la fin, on le rappelle, de la vente des véhicules thermiques neufs. C'est pas la fin des véhicules d'occasion. On va pas tous les pousser jusqu'à la mer. Mais non, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à passer à l'électrique complètement d'ici là. On pourrait avoir finalement une analyse simple et se dire, non mais de toute façon, mécaniquement, l'électrique va avoir d'abord pris le pas sur le thermique d'ici à 2030, voire avant, et le reste après... en gros, le thermique pourrait mourir de mort naturelle. Mais alors, tu as raison, ceux qui y croient le moins, c'est les constructeurs, surtout évidemment les constructeurs qui font d'abord du thermique. En ce moment, là, cette semaine se déroule à Munich le grand salon allemand de l'automobile. Ouais. Et là, on a entendu tous les constructeurs allemands à peu près sur la même longueur d'onde et la même litanie en disant non, par pitié, on va pas y arriver. Comment faire? Vous vous rendez compte, toute cette industrie qu'on jette au feu. Il y a une citation, je ne sais pas, c'est pas une citation, je crois même que c'est une phrase dans une loi en France qui dit, dans un des principes généraux du droit, qui dit « Nul ne peut se prémunir de sa propre turpitude ». C'est-à-dire, en bon français, ça voudrait dire « Chérie, ça fait 25 ans que tu regardes le train passer en te disant « À un moment, il va falloir que je monte quand même ». Oui, c'est ça. Et là, et là, tu es en train d'essayer de te raccrocher au dernier wagon et dire « Non, mais c'est quand même pas très confortable ». Oui, très bien. Il n'y a pas que les Allemands, hein. Plus près de nous, Stellantis, donc Stellantis qui regroupe Fiat, Chrysler, et puis chez nous Peugeot, Citroën et les autres. Stellantis avait changé de patron il y a quelques mois, près moins d'un an. Les nouveaux patrons sont arrivés et ils sont exactement sur la même ligne. Là aussi, en marge du salon de Munich, il y en a deux. Il y a le patron de Stellantis, Antonio Filosa, qui a emboîté le pas à ses camarades allemands. Et puis, plus près de moi, il y a le patron de Stellantis pour l'Europe, qui s'appelle Jean-Philippe Imparato. Et alors lui, il rentre dans le détail. On lui dit, mais attendez, pourquoi? Est-ce que tout ça, etc. Il dit, non, attendez, passez tout aux véhicules électriques. Je cite, hein, le contexte économique n'est pas là, les stations de recharge ne sont pas là et les prix ne sont pas compétitifs. Alors Jean-Philippe, si tu m'écoutes, je pense que tu as quelques actualités et une bataille de retard. Sur le contexte économique, je n'ai pas de commentaires. Oui, c'est vrai que on n'est pas dans la période la plus florissante des 30 dernières années. OK. Sur les stations de recharge, je vais parler que de la France, on est à 177 000 stations de recharge en France, bornes de recharge, hein, pas juste stations. On a vu des études là qui viennent de paraître sur ce qui s'est passé pendant l'été. C'est très encourageant parce que la moyenne du nombre de charges par station, alors là je parle tout type de stations partout en France, autoroute, hors autoroute, dans les villages et les villes, etc. La moyenne c'est 31 charges par mois. Donc c'est de toute façon, au moins une par jour, ce qui est pas mal. C'était que 17 l'année dernière. Donc, ça va, il y a des charges. Il y a même des confrères qui se sont amusés à faire, tu vois, l'autoroute des vacances, les grands départs, les grands retours, quand tout est embouteillé, quand tu allumes la radio et on te dit 1200 km de ralentissement sur les routes de France. Et envers et contre tout, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de souci à se recharger sur les bornes disponibles, sur les aires d'autoroute, etc. Ils ont une fois attendu 10 minutes. Enfin, c'était pas, le plus pénible, c'était les embouteillages, c'était pas la recharge. Donc de ce côté-là non plus, je pense que le patron de Stellantis, il défend son bout de gras et je peux le comprendre. Et changer, c'est compliqué. Et abdiquer son avantage technologique quand on a été un auteur un fabricant, un motoriste, comme on dit, un genre qui a une marque qui invente des moteurs, c'est forcément un peu compliqué. Mais j'espère que l'Europe va garder, tu vois, l'œil sur la ligne bleue des Vosges et va pas lâcher la rampe. Mais je sais que ça va être difficile parce que la pression va être très très forte dans une conjoncture économique qui est compliquée et où c'est difficile d'avoir l'impression de dire que tu tires une balle dans le pied de ta puissance industrielle. Mais encore une fois, nul ne peut se prémunir de sa propre turpitude. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher ami. J'ai tellement l'impression que sur ces points-là, on vit exactement la même chose. Un autre point sur lequel... prévisible, hein. C'était prévisible. Oui, c'était prévisible, tout à fait. On aurait pu le dire il y a de cela déjà plusieurs mois. Un autre point sur lequel on se ressemble beaucoup, c'est une hausse qui est pour le moins au ralenti des ventes de véhicules électriques. Donc, il continue à y avoir une augmentation, mais ça augmente moins vite, disons ça comme ça, que ce qu'on aurait pu prévoir. Mais ça a parfois des effets secondaires, cette baisse de vente-là. Et quelles sont-elles chez toi?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a surtout, en fait, il faut trouver des solutions. Évidemment, jusque-là, l'essentiel du marché de l'électrique était au moins dans le moyenne gamme jusqu'au haut de gamme, très haut de gamme même parfois. Et depuis longtemps, on disait, il manque des voitures à 25 000 euros, il manque des voitures à 20 000 euros, il manque des voitures à 15 000 euros, parce qu'il y a encore quelques années, on pouvait acheter une voiture neuve aux alentours de 10 à 12 000 euros, thermique, bien évidemment, une petite, une Twingo, ce genre de choses. Et ça commence à arriver. Alors, il y a d'abord des constructeurs qui font des promos. Tiens, et c'est là où on retrouve Stellantis. Alors c'est pas avec son modèle le plus récent, c'est avec la 206 de Peugeot, qui est une moyenne citadine, qui est sympathique en électrique, qui est vraiment chouette, plus de 300 km d'autonomie, enfin tout à fait bien, et qu'on va trouver alors par le jeu de promotion, mais aussi par le jeu, et là j'entrerai pas dans le détail, des nouvelles aides de l'État, parce qu'avant on avait un bonus écologique, maintenant c'est terminé, on a un coup de pouce voiture électrique, beaucoup plus difficile à faire à calculer parce qu'avant c'était forfaitaire en gros, puis c'est devenu moins forfaitaire, puis là maintenant ça dépend de la marque, ça dépend de plein de choses. Bref, on y reviendra peut-être un jour, peu importe. Mais par le coup des réductions successives, on va trouver cette 206 électrique à 22 000 euros, ce qui est un très très chouette prix. Enfin, c'est pour une voiture qui était à plus de 30 000 à ses débuts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a pour qui c'est une un peu moins bonne nouvelle. On a déjà parlé ici du succès de la renaissance de la R5 en électrique, de la Renault 5, qui est vraiment réussie. Moi, j'en vois partout dans les rues ici. On en voit vraiment beaucoup. Il se trouve que presque en parallèle, Renault avait tenté le double revival avec la R4, avec la 4L en modèle électrique. Alors là, qui elle avait quand même un peu changé parce que ça devenait une espèce de petit SUV, quoi. C'était plus exactement la 4L des gendarmes qu'on connaissait dans ma jeunesse, mais soit. Elle a l'air de se vendre un peu moins bien. Là aussi, de manière totalement empirique, j'en ai vu très, très peu, vraiment, dans les rues. J'en ai vu 2-3. Et apparemment, ils ont des stocks sur les bras. La bonne nouvelle, du coup, c'est qu'il y a des promos. Alors, tout ça est mu par, les aléas des ventes de voitures électriques, mais aussi, à mon sens, je pense, par un peu de, un peu de peur, un peu de crainte. Parce que pendant ce temps-là, attention, le syndrome chinois arrive, la fièvre jaune sur le marché de l'électrique. On voit déjà dans les rues ici beaucoup de BYD, et BYD n'ont pas fini, parce qu'ils s'apprêtent à lancer un nouveau modèle en Europe, un nouveau modèle BYD chinois, mais fait en Europe dans leur nouvelle usine en Hongrie, qui est la BYD Dolphin, qui est une petite voiture, qui est une citadine, mais qui, elle, pourrait être sous la barre des 15 000 euros. Et là, tout à coup, ça va devenir difficile d'avoir une excuse pour pas acheter une électrique quand même. Pour une citadine, bien évidemment, mais qui, on fait confiance aux Chinois, sera bien équipée. On a vu les images, évidemment, le design a l'air vraiment sympathique. Enfin, voilà. Et donc, là, tout à coup, je pense qu'on est à la veille d'une vraie guerre des prix, à tel point que l'Europe a eu des discussions là-dessus sur les formats de voitures, et ils sont en train d'imaginer laisser une nouvelle catégorie de voitures entre des espèces de petites voitures qui sont en fait des tricycles électriques, la Citroën Ami, ce genre de choses, et puis les petites citadines, un peu comme, je sais pas si tu connais au Japon, les K-Cars, tu vois ce que c'est ? Des petites voitures très carrées, mais alors qui sont des citadines, mais avec énormément de place à l'intérieur et de volume. Moi, j'adore ça. C'était la Nissan Cube, par exemple, que j'ai aimé d'amour. J'en ai jamais eu une, mais je trouvais ce design absolument remarquable. Donc, on pourra voir arriver des voitures un peu entre les gammes pour arriver à faire baisser les prix. Tout ça, ça reste. On verra ce que ça donne sur l'industrie automobile au sens large, mais ça reste quand même une super nouvelle pour toi et moi, les consommateurs. Bien sûr, et nous, ici, de notre côté, pendant ce temps, le gouvernement canadien se dit prêt à réfléchir à abolir les tarifs sur les véhicules chinois. Je te rappelle qu'on a 100% de taxes, de surtaxes sur les véhicules chinois, comme les Américains, ce qui fait que ces véhicules-là sont absolument pas accessibles ici. Si on abolissait cette surtaxe-là, on pourrait ouvrir le marché aux véhicules chinois, ce qui pourrait compenser pour les véhicules qui sont actuellement, les autres véhicules qui sont actuellement surtaxés en lien avec la guerre économique qu'on a avec les États-Unis. Alors, je vais poser une question de naïve, mais pourquoi surtaxer quand on n'a pas une industrie automobile locale? Si, bien sûr, vous avez une industrie automobile locale, parce qu'il y a au moins des usines de têtes de constructeurs japonais, il y a plein de choses quand même. Ouais, au Canada, pas nécessairement au Québec, mais au Canada, oui. Mais en fait, c'était vraiment une politique qui s'était appuyée, qui était
Comme on dit souvent chez nous, quand les Américains attrapent le rhume, on tousse nous aussi. Hein? Donc, c'était un peu... On s'était aligné sur la politique américaine. Mais je crois que là, avec ce qui se passe actuellement, là, il y a une ouverture d'esprit. Ça ne fait pas l'affaire des manufacturiers, bien entendu, traditionnels ici, qui voient là une concurrence déloyale, prétexte que le gouvernement chinois subventionne et... fait en sorte que les véhicules vont être disponibles à des prix inaccessibles à la concurrence, mais que voulez-vous? C'est ça. Mais ça veut dire qu'on achète quoi en ce moment chez toi? On achète tout sauf du chinois. C'est pas mal ça. Les modèles américains, les modèles japonais, les modèles coréens sont disponibles sans problème. Sont pour la plupart là, non surtaxés, mais les modèles chinois le sont tous. Ce qui affecte les Tesla qui étaient fabriqués en Chine, qui ont été non disponibles ici pendant un grand bout de temps. Maintenant, il y en a fabriqués aux États-Unis qui sont envoyés ici pour compenser. Et ça affectait également je m'en allais dire les Ioniq, là, mais je me trompe. Il va falloir que je coupe ou je me prends. Les Kia? Non, les Polestar. Ce qui affecte les Polestar, comme la Polestar 2, qui était fabriquée en Chine et qui, par le fait même, était inaccessible ici à cause des surtaxes. Donc, on ne la voit plus. La nouvelle Polestar 3 est disponible, puisque non fabriquée en Chine, mais la Polestar 2 ne l'était plus. Donc, on espère que ça va se rétablir pour nous. Allez, non. Maintenant, terminons, mon cher. Pardon, je te demande une petite chose parce que j'ai perdu mes liens. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de... T'as une puissance de machin là. C'est celui-là. Oui, ça y est. Pardon, excuse-moi. Bon. Ça y est, j'ai retrouvé mes notes. On fait une pause d'une seconde. Et pour terminer, mon cher ami, Mercedes nous a lancé un modèle concept qui bat des records, n'est-ce pas? Ah oui, ça, mais là, on rentre dans le rêve. Hein. Là, on n'est plus dans... on n'est plus... Rangez votre portefeuille, il ne vous sera d'aucun secours. Mercedes a dévoilé un concept, c'est pas encore une vraie voiture, qui s'appelle le AMG GT-XX. C'est une voiture purement électrique. Et alors, c'est un peu comme chez Rolls-Royce, on donne pas la puissance, on donne pas, etc. Mais je vous rassure, elle va très très vite, elle est absolument magnifique. Alors, je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous donner un repère. La première, c'est la recharge, parce qu'on est vraiment sur un véhicule 100% électrique qui est censé recharger très très vite. Elle existe dans le sens où il y a un prototype de fait, cette voiture-là. Oui. Non, elle existe vraiment, elle roule vraiment, mais c'est pas, on est très loin d'un véhicule de série. Puissance de recharge acceptée, plus de 1000 kilowatts. Aïe, 1 mégawatt. 1 mégawatt. On va chez lui, il charge en mégawatts. Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu des articles qui donnent un peu le détail. Bon, et c'est un peu compliqué parce que ça fonctionne avec des câbles CCS, enfin des câbles de recharge bien lourds, refroidis par liquide, hein, ce qui a permis au tout d'atteindre 1176 ampères. En gros, ça te permet de recharger environ 125 km d'autonomie en 1 minute. Pas mal. Mais de l'autonomie, il lui en faut parce que l'autre record de cette voiture, c'est comment dire, ils ont fait une expérience, ils ont roulé 8 jours avec sur un circuit, hein, c'était évidemment pas sur route. Et bien en 8 jours, l'engin a parcouru 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres sur un circuit. En Italie, 5 000 kilomètres par jour. Tu fais le ratio tout seul, ça veut dire que tu as une moyenne de plus de 200 km/h. Pendant 5 jours, recharge comprise, bien évidemment. Non, c'est absolument ça, voilà. Donc, c'est de la performance pour la performance, et puis c'est de la performance qui aussi donne à Mercedes un miroir sur son avancée, surtout parce qu'évidemment, tout ça veut dire quand même rouler 40 km en 5 jours avec une voiture, faut qu'elle soit fiable. Charger si vite, ça pose plein de questions sur la gestion de la charge, sur les batteries. Enfin, tout à coup, c'est un beau miroir d'expertise pour Mercedes, dont on sait qu'ils sont très investis sur l'électrique, avec des bonheurs divers. Il y a des modèles qui marchent et d'autres qui marchent moins bien. Mais c'est vrai qu'on les voit jamais réellement en pointe face à la concurrence des Tesla, des Chinois et même d'un Porsche, par exemple. Là, tout à coup, bon, ok, apparemment, chez Mercedes, on est prêt à faire des voitures électriques sérieuses, très sérieuses. On espère que ces recherches-là et ces développements-là vont se transposer dans un futur pas trop loin dans les véhicules de série qu'on pourra se procurer peut-être, si on en a les moyens. Cédric Ingrand, je rappelle que tu animes un balado qui s'appelle « Les doigts dans la prise ».
remarquable en tout point. Le dernier épisode est en ligne là depuis 1 ou 2 semaines. On y a parlé de plein de choses rigolotes. Il est intitulé justement « Ils sont forts, ces Chinois ». Et je pense qu'il va falloir que j'ai beaucoup d'imagination pour ne pas refaire le même titre pendant plusieurs épisodes. Fois. Parce que l'actualité chinoise accélère et accélère très très fort. Mais évidemment, on sera ravis de vous accueillir dans les doigts dans la prise. Venez écouter ça sur la route. Ça me fait plaisir d'être avec toi, mon cher ami. On se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci, Martin. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Electromobility Quiz, 3e joute. C'est drôle, hein? On vient de partir ça, puis j'écoute le thème musical, puis ça sonne comme les thèmes de quiz dans RBO, quand ils faisaient des parodies de quiz, ça sonnait de même. Pas sûr que c'est une bonne chose. Non, mais on n'a pas Mme Brassard en ligne avec nous autres pour répondre aux questions. Beau Derek! Beau Derek! Alors, écoutez, bienvenue à ce quiz de type génie en herbe, donc avec des questions de connaissances, mais entièrement axées sur le monde de l'électromobilité et de tout l'écosystème autour de celui-ci. Donc, c'est des questions qui visent à savoir à quel point vous connaissez l'environnement des véhicules électriques. C'est ludique, c'est pour le plaisir, c'est pour la connaissance générale, puis aussi pour ceux qui nous écoutent, là, qui se posent des questions, ben vous allez voir, on va poser les questions, les bonnes réponses vont être données avec des explications, donc ça se veut une façon d'apprendre un peu plus ludique qu'à la normale. Pour répondre aux différentes questions, donc, on a des concurrents qui sont branchés, qui sont connectés à distance, qui ont accès à... On est rendu au 3e épisode, puis on n'a pas encore trouvé le mot français pour buzzer, mais je vous promets qu'on va le trouver. Un bouton pressoir, un bouton de sélection. En tout cas, une sonnette. On va dire buzzer pour le besoin de la cause. Nos candidats ont des buzzers à distance sur lesquels ils peuvent peser et nous, ici, on voit lequel le peser le plus vite. On va lui donner la parole pour qu'il puisse répondre aux questions. Il y a des questions qui vont valoir 1 point, des questions qui vont valoir 2 points, des questions qui vont valoir 3 points. Plus la question vaut de points, plus la question est théoriquement difficile. Et je vais toujours dire au préalable, là, c'est des questions de combien de points, donc tout le monde va le savoir d'avance, il n'y a pas de problème. Il va y avoir en cours de route une question de 2 points, donc intermédiaire, qui sera la question de l'Association des véhicules électriques du Québec, mon cher Michael, parce que cette Electromobility Quiz est une collaboration de l'AVEC et de Silence on roule. Et cette question spéciale AVEC porte sur la connaissance des candidats sur l'association. Et si le candidat qui répond à la bonne question est membre or ou platine de l'AVEC, non seulement il a les 2 points de la bonne question, mais il a un 2 points bonus pour l'encourager. Il est membre de l'AVEC, il faut l'encourager. Absolument. Absolument. Donc, vous avez entendu la belle voix chaude et mielleuse de mon collaborateur Michael Langlois, qui est le directeur général de l'AVEC. Bonjour, Michael. Bonjour, Martin. Peux-tu nous expliquer ton rôle dans ce quiz-là? Moi, je suis l'arbitre, je suis le juge, c'est moi qui décide. C'est toi qui décides. Oh, c'est bon. Donc, si jamais le candidat répond à une question qui n'est pas exactement la réponse qu'on s'attend, toi, ta job, c'est de t'assurer c'est une bonne ou c'est une pas bonne réponse. Donc, en cas de litige, tu tranches. Exact, et je compte les points au passage. Ben, c'est pas négligeable. Hein? Ça prend quelqu'un qui compte les points. Maintenant, il y aura des prix pour le grand gagnant qui va se mériter une prolongation, s'il n'est pas membre de l'AVEC,
1 an d'abonnement à l'AVEC. S'il est déjà membre, une prolongation d'1 an son membership de l'AVEC. Et à son choix, une tuque, une casquette ou un livre, Les 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques de Daniel Breton. Donc, le gagnant choisit lequel des trois, plus de facto une année de membership avec. Les autres gagnent pareil, quelque chose. Ils vont gagner une casquette de l'AVEC et un autocollant à l'effigie de Silence on roule. Donc, pour jouer avec nous, nous avons 2 candidats aujourd'hui. Le premier, Alain Lapierre. Bonjour, Alain. Bonjour, Martin. Électromobiliste depuis combien de temps? Depuis 2018, ça fait donc 7 ans. 7 ans que tu es électromobiliste. Et tu conduis quoi actuellement, mon cher ami? Présentement, une Ioniq 5 2022. Toujours content de ton véhicule? Toujours content. C'est le meilleur achat que j'ai fait depuis longtemps. Excellent. Puis j'ai entendu dire que tu t'as fait beaucoup d'achats dernièrement, fait que c'est le meilleur, là, c'est bon ça. Et pour jouer avec toi, on a Dominique Gosselin. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, tu es un électromobiliste depuis combien de temps, toi? Depuis 2023, donc je suis quand même un récent électromobiliste. Je m'y intéresse depuis longtemps, mais ça m'a pris un petit peu avant de faire le move pour différentes raisons plates. En fait, nous autres, on a fait le move all-in. On a passé de 2 véhicules au carburant à 2 véhicules électriques. On a une modèle Y puis une modèle 3 de chez Tesla. Bon, fait qu'un autre candidat heureux et bien servi par ses véhicules. Absolument. Excellent. Donc, messieurs, ça va être très simple. Donc, on va débuter le quiz tranquillement, pas vite. Les premières questions vont être des questions de 1 point. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la personne la plus rapide qui aura le droit de parole. En cas de mauvaise réponse, il y aura un droit de réplique qui sera accordé à l'autre candidat. Vous êtes 2, donc ça devrait être relativement facile. Ça vous va? Oui. Donc, on va y aller avec la première question. Comment s'appelle l'unité de puissance électrique avec laquelle on mesure la puissance d'une borne, par exemple? Dominique. Le kilowatt. Le kilowatt, c'est une bonne réponse. Le watt, en fait, l'unité de base, c'est le watt, mais les bornes sont généralement de plusieurs milliers de watts, donc on parle de kilowatts. Et au passage, simplement vous rappeler qu'il y a beaucoup de confusion entre le kilowatt et le kilowattheure. On les échange qui mieux. Et pourtant, les deux représentent des choses très différentes. Le kilowatt, c'est la puissance, donc la force avec laquelle on envoie l'énergie dans le véhicule. Donc, plus il y a de force, plus il y a de kilowatts, plus ça va rentrer à vitesse grand V, comme on dit. Alors que le kilowattheure, lui, c'est une quantité d'énergie, donc c'est l'équivalent des gallons dans notre réservoir d'essence ou des litres. Donc, c'est la quantité d'énergie qu'on va être capable d'emmagasiner. Donc, plus le kilowatt, donc plus la puissance est forte, plus on envoie d'énergie, puis plus notre batterie a un réservoir qui est grand en kilowattheure, plus on pourra accumuler et être capable d'aller loin par la suite. Mais la puissance, donc la force avec laquelle on charge un véhicule, ça se mesure effectivement en kilowatts. Maintenant, on va vous poser une autre question qui, encore une fois, est une question de 1 point. Alors, allons-y. Quelle est la valeur actuelle de la pleine subvention gouvernementale au niveau provincial pour une voiture électrique? Dominique. 4 000 $. Bonne réponse. La subvention provinciale actuelle est de 4 000 $. Elle était, il y a un an à peine, de 8 000 $. De 7 000, pardon. Ça a été de 8 000. Après ça, c'était de 5 000. Maintenant, c'est rendu 4 000. Dès le 1er janvier, ça devrait descendre à 2 000 $ et l'année suivante, ça devrait disparaître totalement. Du moins, s'il n'y a pas de changement, selon les dernières nouvelles, là, c'est comme ça. Donc, mais au moment où on se parle, elle est de 4 000 $. Et je ne me prononce pas sur la subvention fédérale parce qu'au moment où on enregistre l'émission puis le moment où elle va être diffusée, il y a tellement de choses qui pourraient changer que je ne veux pas dire des choses qui seront plus valides. On va donc y aller avec une autre question qui va valoir encore une fois 1 point. Donc, la question. Le Subaru Solterra est en réalité une voiture fabriquée par un autre manufacturier, lequel? Alain. C'est le Toyota BZ4X. Le manufacturier, c'est le Toyota, effectivement. Toyota. Et effectivement, c'est la même plateforme que la BZ4X. Donc, c'est 2 voitures
quasi identiques là, en termes de performance, de fonctionnalité. L'esthétique extérieure est un peu différente. On a décidé de faire des déclinaisons différentes dans les deux, mais essentiellement, c'est effectivement le même véhicule. Ce qui me fait toujours rire quand j'entends dire des gens, je me suis acheté j'ai un Solterra parce que j'attendais que Subaru fabrique une voiture électrique. Ces gens-là ne semblent pas savoir que ce n'est pas Subaru qui a fait le véhicule, mais quand même, porte le nom Subaru. Donc, est-ce que je peux avoir le score, mon cher ami? Alors, Dominique a pris les devants 2-1. 2-1. Donc, c'est un écart qui n'est pas infranchissable, Alain. Donc, on redouble d'ardeur et je vais poser une autre question qui va valoir 1 point. Quel est l'élément chimique principal et essentiel dans les batteries de voitures électriques? Alain. Le lithium. Le lithium, et c'est une bonne réponse. Il n'y a pas juste du lithium, évidemment, dans une batterie de voiture électrique, mais il y a effectivement, c'est le lithium qui est l'élément de base. D'ailleurs, on appelle ça des batteries lithium-ion. C'est un métal alcalin très, très léger, le lithium, qui est capable de stocker et de libérer des électrons facilement. C'est pour ça que c'est ça qu'on utilise. Dans une batterie lithium-ion, donc des ions de lithium qui sont chargés positivement se déplacent entre deux électrodes. L'anode, elle, est souvent faite en graphite et la cathode, elle, est composée de lithium. C'est là que se trouve le lithium. Puis généralement, ben, ça va être des mélanges nickel, lithium ou manganèse, cobalt, lithium, etc. Pendant la recharge, les ions de lithium sont extraits de la cathode, puis ils migrent vers l'anode, puis ils se logent dans une couche de graphite. Ils attendent là, puis quand on utilise notre batterie, donc on la décharge, ben, l'énergie va circuler et retourner là, au point d'origine. Pourquoi le lithium est si utile dans les batteries? Ben, c'est très léger. Ça permet de faire des batteries petites, des batteries compactes. C'est réactif. Il y a un bon transfert d'énergie. Ça a une capacité aussi qui est très, très bonne. Par contre, le défaut, je devrais dire, de ce type de batterie-là, particulièrement les batteries NMC qui sont largement utilisées, c'est que c'est instable thermiquement, donc il y a des possibilités d'emballement thermique dans les cellules. Donc, tous les moyens technologiques qui sont mis en place servent, entre autres, à limiter ces emballements thermiques-là et des alternatives avec des batteries lithium-ion qui sont de nouvelle génération, comme les batteries LFP, par exemple, sont des batteries qui sont beaucoup plus stables thermiquement, mais on va chercher d'autres défauts à ce moment-là, sont moins performantes par temps froid, puis des choses comme ça. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va y aller avec une autre question qui sera, encore une fois, on tombe dans les questions de 2 points maintenant. Donc, la prochaine question vaut pour 2 points. Qui est le premier constructeur automobile traditionnel à avoir annoncé vouloir devenir 100% électrique? Dominique. GM. Mauvaise réponse. Droit de réplique à Alain. Et je vais dire Toyota. Mauvaise réponse. La bonne réponse était Volvo. C'est Volvo qui a été le premier manufacturier de voitures thermiques à annoncer qu'il mettait fin à la production des voitures thermiques d'ici 2030. Et d'ailleurs, quand on regarde la déclinaison des voitures Volvo puis ce qu'ils produisent, on voit vraiment ce mouvement-là qui est en train de s'accélérer. Ils ont plusieurs modèles hybrides branchables, ils ont de plus en plus de modèles tout électriques et la production, là, il y a eu, et c'est un des seuls d'ailleurs qui, dans les soubresauts de la dernière année, n'a pas reculé sur ses objectifs et continue de maintenir qu'il va avoir 100% de véhicules 100% électriques pour 2030. On va y aller avec une autre question de 2 points. Autre que le lithium, nommez 2 principaux matériaux souvent utilisés dans les batteries de voitures électriques. Alain. Le cobalt et le nickel. C'est une bonne réponse. Une autre réponse aurait pu être aussi le manganèse, le graphite, qui n'est pas un métal, mais qui est quand même très, très, très présent. Donc,
les métaux qui sont utilisés, le cobalt, tu l'as bien dit, son rôle, il est utilisé dans la cathode pour stabiliser la batterie et augmenter sa densité énergétique. Le problème du cobalt, c'est qu'il est très cher, puis il est souvent extrait dans des conditions éthiquement problématiques, notamment en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'on tend à vouloir éliminer de plus en plus le cobalt dans les nouvelles technologies de batterie. Le nickel, tant qu'à lui, il améliore la capacité énergétique de la cathode. Il est disponible, mais pas de façon égale un peu partout sur la planète. Puis on est très dépendant de certains pays, entre autres l'Indonésie, les Philippines, la Russie et le Canada. Le manganèse, lui, qu'on retrouve aussi dans les batteries, stabilise la structure de la cathode et prolonge sa durée de vie. Il est moins coûteux que le cobalt ou le nickel, donc on le voit dans certaines technologies de batterie. Il vient principalement de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Chine. Et finalement, le graphite, qu'on voit beaucoup dans les batteries, c'est le matériau de l'anode sous forme de graphite naturel ou synthétique. Son problème, c'est qu'on dépend beaucoup de la Chine pour le traitement du graphite naturel. Ce n'est pas un métal, mais c'est grandement essentiel à la construction des batteries. Toutefois, on extrait du graphite ici au Québec, soit dit en passant, dans la Naudière et dans le nord du Québec. Donc, il y a peut-être une possibilité que ça devienne quelque chose d'intéressant pour le Québec et le Canada, la production du graphite pour les batteries. Donc, on est rendu à la question, une question de 2 points, qui est la question de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, question de 2 points, mais avec possibilité de 2 points bonus si la réponse est bonne. Et là, messieurs, vous ne pouvez pas manquer cette question-là. La question est la suivante. Quand vous pensez à l'Association des véhicules électriques du Québec, vous pensez à quelle couleur? Alain? Le orange. Le orange est la bonne réponse. On aurait pu dire le vert aussi par philosophie, mais le orange est vraiment la couleur distinctive qui fait en sorte que le bénévole de l'AVEC, qui est à un demi-kilomètre de distance dans un salon de l'auto, on sait où il est. On va juste se retourner puis on voit un spot orange dans le fond. Ils sont tous là-bas. C'est la couleur à laquelle on pense. Donc, mon cher Alain, puisque tu as bien répondu à la question et que tu es membre hors de l'AVEC, tu mérites 2 plus 2, donc 4 points. Je vais vous poser une autre question de 2 points. La question. Quel pays possède le plus grand réseau de bornes de recharge au monde? Alain, t'es rapide. La Chine. Bonne réponse. Bonne réponse. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de voitures électriques en Chine. C'est un peu cohérent qu'il y ait beaucoup de bornes là. Donc, en 2024, parce qu'évidemment, les statistiques, c'est toujours un peu à retardement, là, 65% des bornes de recharge publique mondiale se retrouvaient en Chine, soit un peu plus de 1,15 million de points de recharge. C'est quand même impressionnant. On a également les États-Unis. Si on veut comparer, là, 1,15 million en Chine, il y en avait à peu près 181 000 aux États-Unis, pour vous donner une idée là, de l'écart entre les deux. L'Union européenne ensemble, c'est à peu près 1 million de recharges, un peu plus d'1 million, mais là, on parle de plusieurs pays. Hein. L'Union européenne, on ne parle pas d'un seul pays. La Corée du Sud, 106 000 bornes de recharge. La Norvège, 34 000. Mais c'est vraiment un beaucoup plus petit pays, là. Mais la question, c'était pas par capita, c'était au total. Et la bonne réponse était effectivement la Chine. OK. Donc, la dernière question, puis après ça, on va regarder où on est rendu au niveau des points. Donc, la question. Comment appelle-t-on un chargeur qui permet aux véhicules de restituer de l'énergie au réseau électrique ou à la maison? Alain, encore. C'est Vehicle to Grid ou Vehicle to Home. V2L, V2H. Là, on parle de la technologie, mais on ne parle pas du chargeur. Dominique, est-ce que tu sais comment on appelle le chargeur? Un chargeur bidirectionnel. Excellente réponse. Chargeur bidirectionnel qui permet, Alain,
de faire du vehicle to grid, du vehicle to load, du vehicle to home. Ben, to load, peu probable, mais plutôt vehicle to home ou vehicle to grid. Donc, effectivement, c'est un chargeur bidirectionnel. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, dont le principal problème de répandre cette technologie-là, c'est vraiment au niveau, je dirais, législatif. C'est-à-dire que la technologie, elle existe dans plein de pays. Je suis allé au Japon, il y a peut-être une dizaine d'années. Puis il y avait plein de livres qui alimentaient les maisons. Là-bas, il y a beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'interruptions d'électricité. Puis leur véhicule servait à alimenter une partie de la maison. Donc, la technologie est là, elle existe. Et ça va devenir de plus en plus populaire en Amérique du Nord pour plein de raisons, mais entre autres, question de résilience du réseau électrique, puis question d'être capable de permettre aux propriétaires d'accumulateurs d'énergie que sont les propriétaires de véhicules électriques de contribuer à l'effort en période de pointe, par exemple, en permettant au réseau électrique de venir puiser de l'énergie dans les batteries de véhicules moyennant soit une ristourne ou un rabais ou là, un prix plus bas mensuellement pour l'électricité ou des trucs comme ça. Donc, c'est une technologie prometteuse qui risque de se répandre ici comme ailleurs dans les prochaines années. Michael, peux-tu nous faire une petite lecture expressive des résultats à ce jour? Donc, Alain est loin devant avec 10 points et Dominique avec 4 points. Mais avec le pointage des questions qui change bientôt, tout peut arriver. Oui, il reste encore des questions à 2 points et des questions à 3 points. Donc, le renversement est possible. Donc, soyez prêts, messieurs. On va y aller avec une petite question de 2 points toujours. Nommez au moins 2 modèles de Cadillac électrique. Dominique. La Lyriq et... j'ai un blanc de mémoire. Alain, droit de réplique. Si je ne me trompe pas, l'autre, c'est la Optique et la Lyriq. Bonne réponse. Il y a la Celestiq, il y a l'Escalade EQ, la Lyriq, l'Optique, la Vistiq, Celestiq, l'Escalade EQ, il y en a comme plusieurs, là, mais c'est tous des mots qui finissent avec la lettre Q. L'Optique, la Vistiq, il y a plein de modèles, mais ici en Amérique, on a beaucoup la Lyriq, l'Optique et la Vistiq. Donc, c'est les modèles de véhicules électriques popularisés par la compagnie Cadillac. Donc, on va poursuivre avec une autre question qui, cette fois-là, sera une question de 2 points. La dernière question de 2 points. À quel pourcentage une batterie de véhicule électrique est-elle recyclable? Dominique. Recyclable ou réutilisable sur une autre forme? Recyclable, qu'on peut recycler les matériaux, les métaux qui la composent. OK. 95%. C'est une bonne réponse. En fait, la documentation scientifique, ça varie un peu. On dit parfois 95, 96. Ça dépend des matériaux utilisés, des endroits où on le fait. On le fait principalement, ce recyclage-là, par 2 grandes technologies. La pyrométallurgie, donc à un four à haute température. On brûle les batteries pour en extraire ensuite les matériaux, les minéraux. L'avantage, c'est que c'est assez simple à faire. C'est mature. Le principe de brûler quelque chose à très haute température, c'est quelque chose qu'on maîtrise, l'être humain, là, depuis longtemps. L'inconvénient, il y a la perte de certains matériaux plus fragiles dans cette démarche-là, entre autres le lithium et le graphite qui peuvent être abîmés par le processus. Puis il y a des émissions quand même assez élevées de matière au moment où on le fait brûler. Ce qui est de plus en plus populaire, c'est l'hydrométallurgie, donc un traitement chimique par solvant qui dissout les composantes dans des bains chimiques. L'avantage, c'est qu'on récupère d'une façon beaucoup plus fine les métaux, y compris le lithium. Par contre, c'est plus complexe à faire, puis il y a une gestion de résidus chimiques qui doit être faite pour ça. Donc, les enjeux environnementaux, donc le le recyclage des batteries réduit la pression sur l'extraction minière. Donc, si on recycle 95%, tu prends une batterie, puis tu peux faire 95% d'une autre batterie avec. Ça te prend pas mal moins de matériaux pour en faire une deuxième, on s'entend, là. Et ça permet aussi de créer une économie circulaire des batteries. Donc, on est capable de rouler avec les mêmes matériaux longtemps. Et c'est un processus qui est mature, si ce n'est qu'on manque cruellement de matières premières, c'est-à-dire de batteries qui sont rendues à être recyclées pour les recycler. Donc, on n'en recycle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de batteries qui sont rendues là. Et je rappelle au passage qu'entre l'utilisation première de la batterie et son recyclage,
Il y a toute une période entre les deux qu'on néglige souvent de mentionner, qui est la réutilisation des batteries. Elles sont souvent réutilisées dans une deuxième vie, une troisième et parfois même plus. Accumulateurs pour des panneaux solaires, pour des éoliennes, pour alimenter un chalet, etc. Il y a plein d'utilisations secondes qu'on peut faire avec la batterie quand elle est plus adéquate pour un véhicule. Avant d'être pris pour la recycler, on la revalorise en lui donnant une seconde ou une troisième vie. Maintenant, on est rendu aux questions qui vont valoir 3 points. Donc, les choses peuvent se renverser à ce moment-ci. Donc, je vais vous demander d'écouter avec beaucoup d'attention les questions. Alors, la première question de 3 points. Quel groupe automobile possède les marques Peugeot, Citroën, Opel, ainsi que plusieurs autres marques d'électriques? Dominique. Stellantis. Bonne réponse, c'est effectivement le groupe Stellantis. Maintenant, dernière question de 3 points. On reste prêt tout le monde? À vos calculatrices ou votre calcul mental, messieurs, combien de kilowattheures d'énergie a besoin une voiture qui consomme 21 kWh au 100 km pour parcourir 250 km? Donc, la voiture parcourt 250 km et elle consomme 21 kWh au 100 km. Alain a été le premier. J'arrive à 52,5. Tu m'impressionnes, Alain. Tu m'impressionnes. Donc, si elle consomme 21 kWh c'est ça, 21 kWh au 100 km et qu'on parcourt 250 km, ça va prendre donc 2,5 fois 21 kWh. 2,5 fois 21, ça donne effectivement 52,5 kWh. C'est une excellente réponse. Félicitations. Michael, qu'est-ce que ça donne? Alors, Alain gagne cette partie avec 15 points et Dominique a passé proche d'égaliser les points mais a fini la partie avec 9. Félicitations quand même, messieurs. Merci d'avoir participé. Hein? C'est quand même... on avait du calibre là, ce soir là, sur le niveau... Honnêtement, moi, j'étais pas mal sûr quand j'ai écrit la dernière question. Je disais, celle-là, on savait que je vais donner la réponse puis l'explication. Mais non, de plus en plus, hein, on devient habile puis on est capable de calculer ces choses-là. Donc, merci beaucoup autant à Alain que Dominique. Alain, tu te mérites donc une prolongation d'1 an de ton abonnement à l'AVEC. À ton choix, une casquette, une tuque ou le livre de Daniel Breton, des 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. Je vais vous écrire de toute façon pour vous demander ce que vous choisissez puis avoir vos coordonnées pour tout vous envoyer. Ça va vous être envoyé par la poste. Dominique, tu gagnes quand même un prix de consolation qui est une casquette de l'AVEC et un bel autocollant de Silence on roule que tu pourras coller sur ta chope de bière préférée. Tu pourras passer à nous à chaque fois que tu vas prendre une bonne bière. Messieurs, ce fut un plaisir de participer à l'Electromobility Quiz avec vous. Et puis, un mot de la fin, Michael? Merci beaucoup. Continuez de ne pas polluer. Continuez de ne pas polluer. Et puis, ceux qui sont intéressés à avoir un petit peu plus d'informations générales sur les véhicules électriques, évidemment, les questions que je pose aujourd'hui, il y a beaucoup de réponses à ces questions-là qui se trouvent dans des articles, dans des guides qui sont disponibles sur le site de l'AVEC. Donc, je vous incite à aller voir ça au aveq.ca. Donc, merci beaucoup et on se revoit au prochain Electromobility Quiz.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique L'envers du panneau est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont pris au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Ici Stéphane Daou et bienvenue à l'envers du panneau. Aujourd'hui, c'est probablement ma dernière chronique que je vous fais. Et je vous résume, je me suis loué un appartement dans un autre secteur de Shawinigan, un appartement qui a été conçu en 1897, donc vraiment pas imaginé pour avoir une voiture électrique un peu plus que 100 ans plus tard. Et selon les rumeurs et ce que les gens disent, c'est impossible de survivre sans avoir une borne de recharge à la maison. Donc c'est vraiment comme ça, échec et mat, mesdames et messieurs, je ne dois plus me promener en véhicule électrique parce que je suis plus capable de me brancher dans un appart qui a été conçu pour avoir des chevaux dans le cours en arrière. En fait, je me retrouve comme des centaines de milliers de personnes qui habitent des secteurs comme le Vieux-Montréal, le Vieux-Québec, qui n'ont pas vraiment les infrastructures pour bénéficier d'un véhicule électrique. Il n'y en a pas de plug à la maison. Mais vous comprendrez que je faisais des jokes, là. Je ne suis pas vraiment dans une situation de vie ou de mort parce que je ne suis pas capable de me brancher à la maison. En fait, je suis comme des centaines de personnes dans le Québec qui n'ont pas cette capacité-là et il y a tellement d'infrastructures maintenant. On n'est plus comme en 2013 quand j'ai débuté dans l'électrification des transports. On est rendu à une époque où il y a plusieurs bornes rapides, il y en a des gratuites à certains endroits dans des cafés. On peut même les combiner avec nos sorties. Donc, inutile de vous inquiéter pour moi, je vais survivre. Je fais à peu près 400 km par semaine, donc c'est à peu près une recharge rapide que je peux m'offrir. Bien sûr, à la maison, je peux avoir le 110 volts temporairement, mais il y a ces solutions-là qui sont disponibles parce que le Québec est rendu quand même dans un environnement qui se déploie quand même énormément de bornes de recharge. Si vous regardez le nombre de véhicules qu'il y a sur la route, et on dit qu'on pourra peut-être avoir une borne de recharge pratiquement par véhicule, je pense que le véhicule électrique a réussi à gagner la popularité et avec ça est venue l'installation de plusieurs bornes de recharge. Il y en a probablement au-dessus de 350 000, 400 000 dans le Québec présentement. Donc les capacités de recharge sont là, mais de manquer d'électricité à la maison pour pouvoir me brancher, c'est-à-dire de ne pas avoir de borne, m'amène à réfléchir pour ces gens-là qui ont besoin de se recharger. Et finalement, au lieu de tomber dans le mode panique, j'ai décidé de faire une chronique pour vous dire que je vous comprends le monde qui n'ont pas de borne à maison. Donc dans mon cas, c'est une histoire à suivre. Vais-je avoir l'air nono sur le bord de l'autoroute parce que j'ai manqué d'énergie? C'est à suivre bientôt dans une prochaine chronique de l'envers du panneau. Fait que là, je vous laisse parce qu'il faut que je finisse le déménagement. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. « 2003. En Californie, un petit groupe de rêveurs travaille dans un garage. Leur objectif, changer le monde de l'automobile. Mais au lieu de se concentrer sur des voitures à essence plus performantes, plus rapides, ils imaginent l'inimaginable. Une voiture entièrement électrique qui soit sexy, rapide et surtout accessible. Vous avez deviné, il s'agit de Tesla Motors. Et derrière cette aventure se nomme un nom maintenant bien connu, Elon Musk. Nous avons voulu prouver qu'une voiture électrique pouvait être désirée, non pas parce qu'elle est écologique, mais parce qu'elle est incroyable à conduire.
Avant Tesla, l'idée d'une voiture électrique n'était pas vraiment sexy. Elle était souvent vue comme une option cheap, ennuyeuse et sans personnalité. On retrouvait dans le marché des voitures d'entrée de gamme avec des autonomies ridicules et des performances lamentables. Tesla Motors a été fondé en 2003 par deux ingénieurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Elon Musk est arrivé quelques mois plus tard, en 2004, en tant que principal investisseur lors de la première levée de fonds. Il est devenu président du conseil d'administration et a joué un rôle déterminant dans l'orientation stratégique, le financement et la notoriété de l'entreprise. Elon Musk, un entrepreneur audacieux, avait déjà fait sa marque avec PayPal. Mais plutôt que de simplement créer une voiture électrique, il a une idée révolutionnaire, la performance. Et pour cela, il choisit de commencer par un Roadster. En 2008, la Tesla Roadster voit le jour. Un petit Roadster sportif capable de parcourir plus de 300 km avec une seule charge. Il peut également atteindre 100 km/h en moins de 4 secondes, ce qui était complètement impensable pour une voiture électrique de l'époque. Et ce n'est pas juste une voiture rapide, elle avait tout pour plaire. Son design, ses matériaux de pointe, sa technologie avancée. Le Roadster est une véritable vitrine pour la voiture électrique. D'ailleurs, lors de son lancement en 2008, Elon Musk a déclaré « Le Roadster n'est pas juste une voiture. C'est une déclaration. L'électrique peut être sexy. » Même si le Roadster est un succès technique, l'histoire de Tesla est loin d'être un long fleuve tranquille. L'entreprise est presque morte à plusieurs reprises durant ses premières années. Les problèmes de financement, la crise économique de 2008 et des difficultés techniques majeures menaçaient son existence. Mais Elon Musk, au lieu de se laisser abattre, investit sa propre fortune et travaille sans relâche pour faire décoller l'entreprise. Et c'est là qu'il fait un pari audacieux. Après le succès du Roadster, Tesla n'a pas simplement continué sur sa lancée de nouveaux modèles de voitures de luxe. Non, Elon Musk veut changer le marché automobile dans son ensemble. Son objectif, rendre l'électrique accessible à tous. C'est ainsi qu'en 2012, Tesla dévoile le modèle S, cette berline électrique qui allait devenir un phénomène mondial. Avec une autonomie de plus de 400 km, un design moderne et des performances dignes des meilleures voitures de sport, le modèle S était une révolution. Plus qu'un simple produit, Tesla devient une marque symbolique de l'innovation et du défi contre le géant de l'industrie automobile. La recette est simple. Une innovation constante, un modèle économique disruptif et une communication sans filtre. Tesla, avec Elon Musk, devient le symbole d'une entreprise qui ne joue pas selon les règles traditionnelles. Aujourd'hui, Tesla ne se contente plus de produire des voitures. Elle a redéfini l'industrie automobile et même la danse de la transition énergétique. Le rêve d'Elon Musk ne s'arrête pas là. Tesla devient un acteur global dans la production de véhicules électriques, mais aussi de batteries et d'énergie renouvelable. Et même si son futur reste incertain, l'impact de l'entreprise est indéniable. Elle a propulsé l'électrique sous les projecteurs et a transformé le tout en une réalité incontournable. Tesla, c'est plus qu'une voiture électrique. C'est un mouvement, une prise de position. Et aujourd'hui, quand vous voyez une Tesla sur la route, vous savez que vous regardez l'héritage d'une vision, celle d'un avenir plus propre, plus rapide, plus connecté. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, nous partons pour un vrai road trip avec les premières voitures électriques longue distance, parce qu'on ne peut pas parler d'électrique sans parler de liberté sur la route. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 27 septembre, au Parc industriel de Bécancour, au 1000 boulevard Arthur-Sicard, l'AVEC se recharge à la journée découverte du Parc industriel de Bécancour. Du 3 au 5 octobre, au Centre des foires de Sherbrooke, c'est le Salon de l'Auto de l'Estrie, au 1600 boulevard du Plateau Saint-Joseph à Sherbrooke. J'aurai la chance d'ailleurs d'y faire une conférence le samedi. Venez nous voir, essayer des véhicules, chercher de l'information et écouter la conférence, bien entendu. La journée de la mobilité électrique de Saint-Étienne-des-Grès, c'est le 4 octobre et c'est au Parc Olivier-Bellemare, caserne numéro 2. Donc, encore une fois, journée d'information sur les véhicules électriques. Et finalement,
également du 8 au 26 octobre, il y a la tournée Plug and Drive à Trois-Rivières. Donc, c'est du 8 au 26 que ça aura lieu. Et vous pouvez venir essayer des véhicules électriques, le tout sur le boulevard des Récollets, au 4085 boulevard des Récollets. Et comme conférence, je donnerai une conférence à la bibliothèque Léo Le Cavalier à La Prairie le 29 octobre prochain à 19h, qui est une conférence d'information là, pour s'informer, aller chercher la base d'information sur les véhicules électriques. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Michael Langlois, Alain Lapierre, Dominique Gosselin, Cédric Ingrand et Stéphane Daou. À la recherche, Martin Archambault, nos chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres Teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous aimerions être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Et vous avez accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.